Alors, commençons tout de suite ce décryptage en mettant en lumière une chose essentielle. On oublie souvent la pression immense et la responsabilité colossale que porte la profession infirmière chaque jour. C'est un métier qui demande une technicité incroyable, bien sûr, mais qui exige surtout une boussole morale absolument infaillible. Pour vraiment saisir l'ampleur de la situation, il suffit de regarder ce chiffre. Plus de 637 000 infirmiers et infirmières en France, c'est littéralement la première profession de santé du pays. Et au quotidien, cette immense force de travail fait face à des décisions complexes, où les enjeux sont parfois, et très concrètement, une question de vie ou de mort. Et c'est exactement là qu'intervient ce texte fondamental, le fameux Code de déontologie de 2016. Il ne faut pas le voir comme un simple recueil de lois austères ou bureaucratiques. En fait, c'est le compas éthique ultime, conçu sur mesure pour protéger à la fois le patient vulnérable et le professionnel qui le soigne. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on va d'abord explorer le Code de déontologie, puis on s'attardera sur les principes éthiques fondamentaux. Ensuite, on abordera la notion sacrée du secret professionnel et surtout de ses limites. Et on terminera par l'épreuve ultime, l'éthique en fin de vie. Première partie de notre décryptage, le code de déontologie, une véritable étape décisive franchie en 2016. Fait assez incroyable, il a fallu attendre près de 70 ans pour que les infirmiers se dotent enfin de leurs propres règles d'exercice. C'était une modernisation devenue absolument vitale. Ce code s'articule autour de 4 grands objectifs. C'est une vraie affirmation de la profession. Dans un contexte de crise du système de santé, ce texte vise clairement à protéger les soignants contre l'épuisement, tout en s'assurant que l'intérêt et la sécurité du patient passent toujours avant les pressions financières. Passons à notre deuxième point, les principes éthiques fondamentaux, la boussole centrale. Concrètement, au-delà de la technique pure, qu'est-ce qui guide les actions d'un soignant sur le terrain ? Eh bien, ce sont ces 5 piliers. L'autonomie, pour le respect du choix du patient, la bienfaisance et la non-malfaisance, qui obligent à faire le bien tout en évitant de nuire, la justice, pour un traitement équitable, sans aucune discrimination, et bien sûr, la confidentialité. Tout l'art du soin, en réalité, c'est de trouver le juste équilibre entre tous ces principes. Mais en pratique, comment appliquer ces concepts un peu abstraits dans la vraie vie ? Voici le processus étape par étape de la prise de décision éthique. C'est une méthode ultra rigoureuse. On identifie le problème, on explore les options, on évalue les conséquences, on tranche, on agit et enfin, on évalue le résultat. C'est très structuré et c'est ce qui garantit la qualité du soin au jour le jour. Ce qui nous amène naturellement à la 3e section. Le secret professionnel, le véritable coffre-fort de la confiance. C'est un aspect absolument fascinant. On ne parle pas ici d'une simple règle administrative, mais bien de la clé de voûte de toute relation de soins. La définition est stricte. Ce secret couvre non seulement ce qui a été confié oralement, mais aussi tout ce que l'infirmier a vu, lu, entendu, constaté, déduit ou même simplement compris en entrant dans l'intimité du patient. Rien ne doit filtrer. Et la loi est extrêmement claire là-dessus. Le Code de la santé publique stipule noir sur blanc que toute personne prise en charge a droit au respect absolu de sa vie privée. Ce caractère est général. Personne, et on dit bien personne, pas même le patient lui-même d'ailleurs, ne peut affranchir le soignant de ce devoir. D'ailleurs, la justice ne plaisante pas du tout avec ce coffre-fort. Les conséquences d'une violation sont lourdes. D'un côté, le code pénal peut frapper fort avec des peines allant jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. De l'autre, la chambre disciplinaire de l'ordre peut aller jusqu'à l'interdiction pure et simple d'exercer. C'est dire si la confiance est sacrée. 4e étape de notre décryptage, les limites du secret, ou quand le secret doit plier. Alors que se passe-t-il quand cette règle absolue se heurte à la réalité du terrain ? Il faut faire la distinction entre le secret absolu et le secret médical dit partagé. C'est logique, pour qu'une équipe soignante puisse opérer efficacement et en sécurité, elle doit communiquer. La loi autorise donc le partage d'informations, mais attention, uniquement entre les membres d'une même équipe et strictement pour ce qui est nécessaire aux soins. Par contre, il y a des situations d'urgence absolue où le secret doit sauter. Le Code pénal autorise spécifiquement de parler pour protéger des personnes vulnérables. Il s'agit par exemple de dénoncer des sévices ou des maltraitances sur des mineurs ou des personnes incapables de se protéger toutes seules. En fait, la règle d'or ici, c'est qu'un soignant ne peut jamais se cacher derrière le secret professionnel pour fermer les yeux. L'obligation d'assistance à personne en péril l'emporte sur tout le reste. Ne pas agir quand on peut empêcher un crime ou un délit, c'est s'exposer à des sanctions encore plus lourdes. La morale prend le pas sur le silence. Prenons un petit instant pour souffler face à cette question. C'est sans doute le domaine où l'éthique, la loi et l'humanité s'entremêlent de la façon la plus complexe et la plus délicate qui soit.
Ce qui nous mène à notre 5e et dernière partie, éthique et fin de vie, l'épreuve ultime. C'est le moment précis où la loi froide percute la souffrance humaine la plus profonde. Pour bien encadrer cela, la loi Leonetti a posé en 2005 un principe majeur, l'interdiction de l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Concrètement, c'est l'obligation de ne pas poursuivre des traitements qui n'ont pour seul but que de maintenir artificiellement la vie, afin de toujours préserver la dignité du patient. Sur ces questions qui traversent la société, notamment autour de l'aide active à mourir, les textes nous montrent que l'Ordre national des infirmiers a une ligne très claire. D'abord, une priorité absolue, garantir un accès aux soins palliatifs partout sur le territoire. Ensuite, déontologiquement, le Code actuel interdit de provoquer délibérément la mort. Enfin, l'Ordre insiste sur la nécessité de garantir une clause de conscience spécifique pour les soignants si la loi venait à évoluer. Mais pour améliorer concrètement les choses sur le terrain, surtout à domicile, l'Ordre propose de donner plus d'outils aux infirmiers. Ça passe par le droit d'adapter et de prescrire des antalgiques pour soulager la douleur plus rapidement, le droit de rédiger les certificats de décès pour éviter aux familles des heures d'attente insoutenables, et enfin, une vraie place reconnue dans les réunions qui décident de l'arrêt des traitements. Et là, attention, voici un chiffre qui fait vraiment réfléchir. 18%. Seulement 18% des personnes ont rédigé leurs directives anticipées. C'est fou, non? Pourtant, ce sont ces documents qui permettent de faire connaître ses volontés quand on ne peut plus parler. Sans ça, les équipes soignantes se retrouvent souvent bien seules pour naviguer au milieu de conflits familiaux, parfois déchirants. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. Le travail infirmier, on l'a bien vu, ne se résume pas à cocher des cases juridiques. C'est un exercice de funambule permanent entre des lois très rigides et le besoin d'une immense empathie. Comment trouver cet équilibre au quotidien? C'est ce qui rend cette profession à la fois si lourde et si incroyablement vitale pour nous tous. Une réflexion qui invite vraiment à creuser encore plus loin ces grandes questions d'éthique médicale.